Bonjour et bienvenue au Balado Vivre de la Fondation Vivere. Grâce à nos partenaires Nous TV Chaudière-Appalaches, nous pouvons vous offrir 2 fois par mois ce merveilleux balado. Aujourd'hui, je reçois Marie-Christine Villeneuve et elle nous parlera du CAVAC. Alors, si vous avez des questions, préparez-vous à avoir toutes vos réponses aujourd'hui. Bonne écoute. Bonjour Marie-Christine, comment vas-tu? Ça va très bien. Bonjour Stéphanie. Et toi? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je pense qu'aujourd'hui, ça va être un balado très instructif pour toutes les femmes qui traversent des épreuves. Donc, j'aimerais que Marie-Christine Villeneuve, j'aimerais que tu te présentes et ton travail au CAVAC, s'il te plaît. Oui, je suis coordonnatrice aux communications et aux relations publiques pour le réseau des CAVAC. Donc, pour l'ensemble des CAVAC qui se trouvent partout à travers la province. Donc, mon titre le dit, je suis spécialisée dans la communication et je dirais que j'ai décidé de travailler pour le réseau des CAVAC, en fait, parce que la mission, elle est extraordinaire et elle change des vies à chaque année, ce que les intervenants font sur le terrain. Donc, de pouvoir mettre mes compétences en termes de communication au service de cette mission-là, c'est ce que je fais à chaque jour dans le cadre de mon travail. Oui, parce qu'en fait, les communications, c'est le nerf de la guerre, hein? T'as le plus grand travail. Si toi, tu fais pas connaître le CAVAC, ben en fait, il reste dans l'ombre. Puis c'est pour ça que je trouvais très important, parce que il y a beaucoup l'IVAC, CAVAC, qui sont 2 organismes totalement différents. Est-ce que tu pourrais nous faire la différence entre les deux, s'il te plaît? Oui, et tu fais bien de le mentionner parce qu'il y a énormément de confusion par rapport à ça. Souvent, les gens vont s'attendre que le CAVAC soit en mesure de les indemniser alors que c'est pas le cas. Donc, le CAVAC, c'est le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels. Ce sont des organismes à but non lucratif, alors que l'IVAC, qui est l'indemnisation pour les victimes d'actes criminels, relève du ministère directement. Donc, on n'indemnise pas les personnes victimes. On est en mesure de leur offrir plusieurs services, par contre, pour les aider à traverser l'épreuve qu'elles traversent à la suite d'une infraction criminelle. Et est-ce que les personnes qui communiquent avec vous, par quel chemin doivent-elles passer? En fait, tu parlais de communication tantôt. Oui. Donc, quand la personne qui est victime d'un acte criminel, on vient en aide aux personnes victimes, on vient en aide aux proches de ces personnes-là et aussi aux témoins d'infractions criminelles. Donc, quand la personne elle est informée des services qu'offre le CAVAC, elle peut se référer à notre site Internet, par exemple, et entrer en contact avec le CAVAC de sa région. Par contre, on a une approche qui est proactive depuis plusieurs années. Donc, on a des intervenantes qui sont au sein des postes de police et des palais de justice pour aller vers les personnes victimes. Donc, par exemple, une personne a été victime d'un acte criminel, a été témoin. Les intervenantes sont informées des appels au niveau des services de police, des événements et peuvent à ce moment-là entrer en contact et dire à la personne victime, voici les services qu'on offre, ils s'offrent à vous si vous en avez besoin. Est-ce que présentement c'est le cas? Est-ce que dans 2 semaines, vous aurez besoin de soutien? Donc, on est là et on donne les informations nécessaires et les dépliants nécessaires à ces personnes-là. Même chose au niveau du palais de justice, les procureurs peuvent référer les personnes victimes avec lesquelles elles vont travailler pour qu'elles puissent obtenir du soutien. Donc, cette approche proactive-là qui est mise en place depuis plusieurs années fait en sorte qu'on va vers les personnes victimes et que de plus en plus, elles sont informées à savoir qu'il y a des services qui existent pour eux et pour elles. Mais sinon, si les gens veulent avoir accès aux services, qu'ils ont une bonne idée là, de ce qu'on offre, ils peuvent entrer en contact à tout moment avec le CAVAC de leur région là, pour faire une demande de service. Oui, parce qu'il y a plusieurs CAVAC à travers le Québec complet, là. Donc, moi, ici, je suis à Thetford Mines, mais il y a des ressources qui sont offertes ici, là.
Il y a des CAVAC dans chacune des régions administratives du Québec. OK. Donc, effectivement, dans votre cas, dans le cas des gens qui se retrouvent à Thetford Mines, oui, c'est le CAVAC Québec, c'est-à-dire le CAVAC Capitale-Nationale Chaudière-Appalaches. Okay. Donc, dans chacune des régions, il y a le siège social, mais comme je le disais, il y a des points de service aussi. Donc, dans votre cas, c'est un très gros CAVAC. À ce moment-là, il y a des points de service. Il y en a un au Palais de justice de Thetford Mines pour aller rejoindre le maximum de personnes victimes et qu'une personne victime ait accès à sensiblement les mêmes services dans chacune des régions, donc peu importe où elle se trouve au Québec. Donc, effectivement, on est présent partout et ces services-là, ils sont gratuits, ils sont confidentiels et je le disais d'entrée de jeu, ils s'offrent, oui, aux victimes directes d'un crime, à leurs proches aussi qui peuvent vivre toutes sortes d'émotions, de conséquences. On n'a qu'à penser à une personne qui serait victime de violences conjugales. Les proches, parfois, ont beaucoup de difficultés à composer, à savoir où se mettre à travers tout ça, comment utiliser les bons mots, comment ne pas couper le lien avec la personne. Donc, c'est un exemple, mais les services s'offrent à ces personnes-là, mais aussi aux témoins d'infractions criminelles. De plus en plus, on va voir, il y a des événements qui peuvent se produire en public, en plein jour. Ça laisse les personnes avec des images en tête qui peuvent être difficiles à contenir, difficiles après à vivre avec ce qu'ils ont en tête. Donc, les services sont disponibles pour ces personnes-là aussi. Donc, partout à travers la province. Puis, c'est super intéressant parce que même moi, je ne savais pas ça, que les témoins pouvaient avoir droit au service. Est-ce qu'il faut passer par tout le processus de policier, judiciaire et tout ça pour avoir droit? C'est une excellente question parce que là aussi, il y a souvent confusion. On n'a pas besoin de porter plainte à la police pour avoir accès au service. On n'a pas besoin d'être engagé dans un processus judiciaire ou même qu'il y ait une personne qui a été identifiée pour l'infraction dont on a été victime. Il faut simplement se présenter en disant qu'on a besoin de soutien en lien avec l'infraction criminelle dont on a été victime. Donc, quand vous allez vers le CAVAC, vous allez être cru. Vous allez être entendu. Vous n'aurez pas à démontrer que vous avez été victime. Je pense que c'est primordial pour les gens qui vont tendre la main vers un service comme le nôtre. Et parfois, les personnes, au fil des rencontres avec l'intervenante, vont peut-être décider que elles ont envie de porter plainte à la police avec les informations à la lumière de ce qui leur a été apporté comme information. Elles ont envie de s'engager dans ce processus-là. À ce moment-là, on va être là aussi pour les soutenir. Donc, on peut entrer dans les services sans avoir eu encore la réflexion à savoir est-ce que je vais de l'avant avec une plainte, est-ce que je vais de l'avant avec un processus judiciaire et à la lumière de ce qu'on aura eu comme information, prendre la décision puis être soutenu aussi à travers les étapes qui vont venir. Bien, je pense que c'est un gros point aussi parce que souvent, les victimes n'iront pas plus loin, porteront pas plainte parce que leur soutien n'est pas là. Tu sais, quand tu te sens seul dans tout ce processus-là, c'est lourd. Oui, puis il y en a qui, à travers le soutien qu'ils vont recevoir, vont décider d'aller de l'avant. Puis il y en a qui n'auront jamais ce besoin-là de porter plainte à la police, de voir l'auteur du crime être reconnu coupable devant la justice. Donc, ça dépend vraiment des besoins des personnes victimes. Et nous, c'est ce qui est au centre de notre intervention. Donc, pour celles qui décideront qu'elles ne veulent pas aller de l'avant avec cette démarche-là, on va respecter ça, puis on va se concentrer sur les autres aspects de sa vie sur lesquels elle peut aller chercher du pouvoir puis retrouver sa vie d'avant. Parce que c'est souvent ça le désir des personnes qui vont se présenter dans nos services. Elles sentent qu'il y a un déséquilibre, elles sentent qu'elles perdent le contrôle sur plusieurs aspects de leur vie, puis avec le recul, se rendre compte que c'est peut-être l'infraction criminelle dont elles ont été victimes qui est à l'origine de tout ça. Donc, elles veulent retrouver leur vie d'avant. C'est ce qu'on va entendre beaucoup. Donc, nous, on va partir de ce désir-là, puis on va partir de ses besoins. Et parfois, ça va être la plainte policière, parfois, ce ne le sera pas. Et c'est à partir de là qu'on va être en mesure de travailler avec elles pour qu'elles puissent cheminer tranquillement vers ce qu'on appelle une reprise de pouvoir, une reprise de ce qui était sa vie avant. Exact, oui, c'est ce qui est plus important. Quand tu as l'impression que tu n'as pas le pouvoir sur ta propre vie, bien à ce moment-là, tout va mal. Si on parle des services offerts, pourrais-tu me faire un espèce de petit topo de jusqu'où ça va, qu'est-ce qui est offert comme service? Oui. Bien,
Il y a évidemment le suivi psychosocial et post-traumatique. Donc, nos équipes sont composées d'intervenants qui ont des formations en criminologie, en sexologie, travailleurs sociaux, travailleurs sociales, psychoéducatrices. Donc, c'est principalement les formations qu'elles ont et elles ont toutes des formations très, très pointues au niveau du trauma, ce que ça peut avoir comme conséquence chez la personne victime et comment on se relève de ça. Donc, on va être en mesure de les accompagner vraiment dans un suivi psychosocial qu'on dit de courte et moyenne durée. Donc, nous, on est là d'emblée, là, quand elles se tournent vers nous pour limiter les conséquences de l'infraction criminelle sur leur vie dans l'immédiat, pour faire en sorte qu'elles puissent souffler un peu. Donc, on va offrir ce suivi-là. On dit court, moyen terme parce qu'on ne va pas effectuer de suivi psychologique ou psychothérapeutique sur des années. Okay. Si la personne, à la suite de notre suivi, a besoin davantage de pousser plus loin, puis d'avoir accès à un suivi psychologique, à ce moment-là, on va être en mesure d'offrir une référence là, vers le service qui va être spécialisé. Et les accompagner, parce qu'on sait que c'est pas facile dans les temps qui courent de trouver une ressource, il y a quand même des options, là, puis on va être en mesure de les aider à travers cette démarche-là. Donc, ça, c'est un service qu'on offre. Mais évidemment, tout ce qui est en lien avec l'information judiciaire, avec le processus judiciaire, on va pouvoir les accompagner avant, pendant, les préparer aux témoignages qu'elles auront peut-être à livrer, mais aussi les informer sur tout ce qui se passe pendant le processus judiciaire. Parce qu'avant qu'on soit à l'intérieur de ce processus judiciaire-là, on n'a probablement jamais eu vraiment connaissance de ce qui va se passer, puis de quel langage aussi est utilisé en salle de cours, de où je me positionne, qui me parle exactement, comment je dois répondre, le quorum. Donc, ce sont toutes des questions qu'on peut avoir quand on n'a jamais fait partie de cet univers-là. Mm-hmm. Donc, les intervenantes, je vous parlais de leur expertise au niveau du trauma, mais elles ont aussi une expertise très pointue au niveau du processus judiciaire, donc maîtrisent beaucoup tout ce qui va se passer dans cette étape-là. Donc, vont être en mesure d'informer les personnes victimes, mais aussi de les accompagner. Elles ont besoin de soutien émotionnel et parfois, oui, elles peuvent être accompagnées de la famille, mais d'avoir cette espèce de soutien professionnel-là que le CAVAC représente, ça va être aussi beaucoup, ça va faire une grande différence. Ça va être très, très éclairant pour elles. Donc, on va les accompagner avant, pendant et après ce processus-là. On va offrir aussi de l'assistance technique. Tu parlais tantôt des documents à remplir. Oui, par exemple, exact. Si une personne veut avoir recours à de l'indemnisation et plus en mesure de travailler, elle a été victime d'une infraction criminelle et on parlait tantôt de comment on peut se sentir, comment on est déboussolé. Ça peut être très, très difficile de vaquer à ses occupations dans ce temps-là. Donc, on va être en mesure d'abord de l'informer sur ce qui s'offre à elle, l'indemnisation pour la perte de revenus, les séances qu'elle pourrait avoir besoin au niveau d'un psychologue, par exemple. Donc, tout ce qui est offert en termes d'indemnisation, on va l'en informer, mais on va aussi pouvoir lui offrir du soutien technique. Parce que si on est victime d'une infraction criminelle, qu'on a de la difficulté à fonctionner, bien, imaginez que de rajouter une tâche, de remplir des papiers, d'aller chercher l'information, d'envoyer tout ça, de faire les échanges avec, par exemple, l'IVAX, ça ajoute à ce que la personne vit. Donc, on est en mesure de pouvoir l'épauler, encore là, selon les besoins. Puis, on va offrir, évidemment, dans un cas où on va juger que la personne a besoin d'une ressource qui est peut-être spécialisée par rapport à ce qu'elle vit, où on juge qu'on n'est pas nécessairement la ressource qui est justement le mieux outillée pour l'accompagner, on va faire le référencement là, plus personnalisé à ce moment-là pour s'assurer que la personne soit prise en charge et qu'elle ne soit pas seule à travers tout ce qu'elle vit. Donc, c'est en gros ce qui est offert là, au niveau des services du CAVAC. Mais c'est énorme. C'est énorme. C'est vraiment... Puis je me rends compte que c'est exactement la mission de la Fondation, dans le sens de les accompagner. Puis, dans le fond, on fait exactement la même chose. Fait que ça va être important que dans un avenir proche, qu'on fasse des associations pour mettre encore davantage de l'avant le CAVAC, parce que c'est exactement ce que les femmes ont besoin. Ce soutien-là, quand il arrive quelque chose, en plus d'être sous le choc, ne pas savoir où se diriger, avoir peur, se trouver un avocat, remplir les papiers, tout ça, ça devient une épreuve insurmontable pour plusieurs. Puis en sachant que ces services-là sont offerts et gratuitement, c'est super important. C'est super réconfortant de savoir qu'il y a ça.
qui existent. Oui, et ces personnes-là sont formées pour le faire dans un climat d'ouverture, dans un climat de non-jugement. Évidemment, là, comprennent ce que les personnes sont en train de traverser. Donc, d'avoir cette oreille attentive-là dans cet environnement-là, ça peut faire toute la différence. Et on le voit là, que les personnes victimes, un des besoins, le premier, quand elles se retrouvent dans cette situation-là, c'est d'être informées. Donc, d'avoir accès à ces informations-là, ça peut effectivement changer la suite des choses pour elles. Donc, oui, évidemment qu'on encourage les personnes qui, tu sais, sont même parfois dans le questionnement, savent pas trop est-ce que j'ai été victime, est-ce que je vis, c'est normal. On le voit beaucoup, ça, des personnes qui vont se présenter puis qui vont dire, ben, tu sais, c'est peut-être pas grave ce que je vis, là, mais tu sais, je me sens comme ça, puis j'ai de la difficulté à passer à travers mes journées, puis ci, puis ça, puis tu sais... peut-être que j'exagère. Souvent, on va le voir, ça, mais les personnes victimes ont été victimes d'une infraction criminelle et tout ce qu'elles sont en train de vivre, c'est tout à fait normal en lien avec un événement qui est tout à fait anormal. Donc, de normaliser ce qu'elles sont en train de vivre, qu'elles se disent, mon Dieu, je suis pas folle. Oui. Ce que je vis, c'est légitime. Et j'ai accès à ce soutien-là. Donc, ça va souvent faire toute la différence d'avoir cette épaule-là sur lequel s'appuyer. Tout à fait, parce que récemment, on a eu une personne qui est venue, puis que au fur et à mesure où on parlait, on se rendait compte qu'elle avait vécu un viol conjugal. Donc, c'était très difficile pour elle de réaliser ce qu'elle venait de vivre, de prendre conscience que c'était vraiment arrivé, la façon qu'elle se sentait, parce qu'elle se disait, ben c'est mon devoir de faire ça. Et depuis plusieurs années, donc, si quelqu'un arrivait chez vous puis demandait à avoir accès à un service de psychothérapeute, de travailleur social, puis que vous racontait cette histoire-là, vous seriez en mesure de l'aider, en fait. Oui, tout à fait. Puis, je pense en mesure d'entrée de jeu de lui faire réaliser qu'elle a été victime. Parfois, c'est ce qu'on va devoir travailler avec la personne pour qu'elle se reconnaisse comme étant victime. Puis en violence conjugale, comme l'exemple que tu donnes, Stéphanie, c'est un exemple qu'on voit souvent. Donc, la personne est sous l'emprise. On parle beaucoup de contrôle coercitif, mais c'est souvent ce qu'on va voir dans une relation de violence conjugale. La personne n'a pas nécessairement conscience parce que ça s'est fait graduellement dans le temps. C'est insidieux. Parce que c'est des petites choses ici, là, c'est insidieux. Elle prend pas conscience nécessairement. Il y a ce lien-là qui est fort aussi. C'est une relation très intime. C'est pas une personne qu'elle rencontre dans la rue qui va, dans ce cas-là, la violer. Donc, elle a ce rapport-là avec la personne qu'elle aime. Souvent aussi, on l'aime. Donc, c'est difficile pour les personnes victimes de se reconnaître comme étant une personne victime et de reconnaître son conjoint, dans ce cas-là, comme étant l'auteur du crime. Donc, d'arriver à ça, ça peut prendre plusieurs temps. Ça peut prendre plusieurs séances là, pour donner cet exemple avec une personne victime pour arriver à ce constat-là. Donc, on va aller au rythme de la personne. Et si elle est à cette étape-là, ben, on va commencer à cette étape-là, puis on va y aller tranquillement à son rythme. Et dans ce cas-là, oui, effectivement, qu'on pourrait aider la personne victime à prendre conscience de sa situation et voir ce qu'elle a envie de faire pour la suite. Puis, dans votre travail, est-ce que, parce qu'on parlait tout à l'heure des documents pour recevoir des indemnisations, est-ce que ça rentre dans le suivi que vous faites, en fait? Si la personne arrive chez vous, vous explique ce qu'elle a vécu, à ce moment-là, vous allez pouvoir la diriger vers les indemnisations qui sont disponibles pour elle?
Oui, ça fait partie, en fait, des droits et recours qu'on va être en mesure de lui expliquer. Donc, dans ce cas-là, elle pourrait avoir accès à des indemnisations. Alors, on va lui expliquer ce à quoi elle pourrait avoir droit. Puis, on va lui présenter la documentation. On pourra l'aider à compléter le tout si c'est son souhait, si elle a besoin de soutien là-dedans. Donc, oui, absolument. Je disais, l'information pour la personne victime, c'est crucial de savoir un peu là, à quoi elle a. Elle n'est pas nécessairement en état de commencer à faire des recherches, donc qu'on lui présente ce qui s'offre à elle, on est en mesure de l'épauler dans la démarche, ça va être très, très aidant. Donc, absolument, on va pouvoir lui transmettre toutes les informations là, puis offrir le soutien. Oui, parce que c'est souvent... On imagine, dès qu'on dit criminel, on s'imagine qu'il y a eu une arme à feu, qu'il y a eu... on a tendance à pas penser à la violence conjugale ou... parce qu'il n'y a pas si longtemps, c'était encore juste des chicanes de ménage. Donc, il a fallu changer toute cette perspective-là, que les gens se rendent compte que c'était criminel de battre son conjoint, sa conjointe. Donc, c'est important. Et est-ce qu'il y a un âge, est-ce qu'une personne de 16 ans, par exemple, peut venir demander de l'aide chez vous? Absolument. La clientèle du CAVAC, elle est très vaste parce que, tu l'as mentionné, c'est pour toute infraction criminelle. Donc, on peut avoir le réflexe de penser à une tentative de meurtre, oui, effectivement, des blessures physiques, mais ça peut être en lien avec une introduction par effraction. Puis je donne souvent cet exemple-là parce que, sur papier, on se dit, bon, une introduction par effraction. Il y a des voleurs qui sont entrés chez elle, ils ne l'ont pas touchée, OK. Mais ça peut générer une perte de sentiment de sécurité chez cette personne-là. On est entré chez elle, son lieu sécuritaire, son lieu où elle est censée avoir un total sentiment de sécurité. On est allé violer son intimité. Dans certains cas, si elle était présente, ça a généré effectivement une peur, parfois une peur de mourir. Ça peut avoir généré toutes sortes d'émotions. Donc, c'est un exemple, introduction par effraction. À la base, on se dit, c'est peut-être pas si grave que ça, mais ça peut générer toutes sortes d'émotions. Donc, introduction par effraction, ça peut être de la fraude aussi, qui peut avoir beaucoup de conséquences chez la personne qui en est victime. Ça peut aller, tantôt je vous parlais de proches, une personne qui est assassinée, ses proches vont avoir besoin de soutien à travers les preuves. Donc, c'est très, très vaste en termes d'infractions criminelles et ce sont toutes les personnes qui en sont victimes. Donc, oui, effectivement, ça peut être un adolescent, ça peut être un enfant. Ça peut être une personne qui est âgée qui a 80 ans et qui a vécu les infractions dans l'enfance. Elle peut avoir accès aux services. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est très vaste parce que c'est tout âge, toute identité de genre. Puis il n'y a pas de délai de prescription, en fait. Non, effectivement. Donc, okay. Ça s'adresse à beaucoup de personnes et on va voir des services qui sont parfois spécialisés, par exemple, pour les femmes, qui font en sorte que parfois, il y a certaines personnes qui ne sauront pas vers qui se diriger, alors que le CAVAC, la porte est ouverte pour tout le monde. Les hommes victimes d'agressions sexuelles, il y a des hommes qui sont victimes de violences conjugales aussi, puis on en parle peu parce qu'effectivement, ce qu'on voit dans l'actualité nous amène à parler plus des femmes, puis on le comprend, mais il y en a des hommes qui auraient peut-être besoin de soutien. C'est une porte d'entrée aussi au CAVAC. Donc, ça s'adresse à vraiment toutes sortes de personnes qui ont été victimes d'un crime. Et je pense qu'il faut le préciser, toute personne va vivre le crime différemment. Il y a autant de réactions qu'il y a de personnes victimes. Exact. Alors, si pour une personne, l'introduction par effraction, ça n'a pas eu plus d'effet que ça, d'accord, parfait, elle n'a pas besoin de soutien. Alors que pour une autre, sa vie est chamboulée, les services existent. Ben oui. Puis c'est vrai qu'on y pense pas parce que... Puis souvent, dans la Fondation, on dit... Il n'y a pas de petites blessures, c'est jamais la même histoire, mais les sentiments restent les mêmes. La peur, la peine, la colère, l'insécurité, suite à une épreuve, suite à un acte criminel, ça reste là. Et malheureusement, quand les victimes sont dans le problème, ils ont le genou par terre, elles ne savent pas où aller. Puis c'est ça qui est important, c'est de savoir que peu importe, à la limite, ils viennent chez vous, ils vous demandent,
Puis ça serait quoi un cas qui serait pas couvert par vos services? Ce serait un cas, par exemple, je vais donner l'exemple d'une personne qui est victime d'intimidation à l'école. Mais il n'y a pas de crime qui est posé à proprement dit. C'est un contexte et à ce moment-là, ce serait peut-être pas nous la référence là, qui pourrait l'aider dans ce contexte-là. On pourrait l'accompagner vers d'autres services, mais effectivement, nous, on va venir en aide. C'est plate à dire, mais quand le mal est fait, c'est-à-dire quand l'infraction criminelle est commise. Puis c'est pour ça qu'il faut sensibiliser les gens avant que ça arrive, mais je comprends que le message passe moins bien quand on se sent pas interpellé, mais puis personne se dit, je vais me préparer dans l'éventualité à ce que je sois une victime d'infraction criminelle. Donc souvent, oui, on en fait de l'information, on fait de la sensibilisation pour que l'information soit transmise, mais je comprends que le message passe moins bien auprès des personnes qui n'ont jamais été en contact avec des gens qui ont été victimes d'infractions criminelles. Donc, c'est important de faire passer ce message-là. Mais c'est sûr que c'est ça. Ça a son effet qui dépend d'une personne à l'autre. Donc, Ben oui, puis c'est un peu le principe. Hein, tant qu'on est en santé, on ne veut pas entendre parler de la maladie. Mm-hmm. C'est un peu ça aussi. Tu sais, souvent, on fait... Puis même, il y a des personnes qui ont vécu des actes criminels, mais qui sont dans le déni. Ils ont l'impression que s'ils n'en parlent pas, s'ils ne le voient pas, ça n'existe pas. Donc, c'est pour ça, je disais le délai de prescription, parce que malheureusement, souvent, c'est plusieurs années plus tard que tu te rends compte que tu as une grosse roche dans ton soulier puis qu'elle ne part pas. Donc, c'est là que tu as besoin d'aide pour repartir. Puis, malheureusement, comme tu le dis, parce que les études le prouvent, là, plus on attend avant d'adresser l'événement traumatique, plus les conséquences vont se cristalliser. Donc, on va un peu les absorber, on va vivre avec. Elles vont être plus difficiles quand on décidera peut-être dans quelques années de les adresser. Elles vont être plus difficiles à défaire, donc à éliminer là, ces conséquences-là. Donc, c'est sûr que ce qui est recommandé, c'est lorsqu'on est victime d'une infraction criminelle, le plus rapidement possible, aller chercher le soutien nécessaire, aller chercher les services pour être en mesure de limiter, comme je disais tantôt, là, l'impact de ces conséquences-là. Plus rapidement on agit et plus, je vais mettre un gros guillemet, là, plus facilement on va être en mesure de composer avec la situation puis de limiter les dégâts finalement. Ben oui, parce que plus que c'est frais à la couche, là, plus que la couche est au niveau élevé, elle se retire facilement. Quand on rajoute, parce qu'on le sait que quand on vit des épreuves comme ça, on dirait que notre monde devient un grand ouragan, puis que plein de choses se rajoutent. Malheureusement, quand tu vas pas chercher de l'aide, c'est que tu as l'impression que tout part un peu n'importe comment. Oui, c'est ça. Puis l'impression que ça pourra jamais revenir comme avant. Alors que c'est possible. Puis non, c'est pas facile. Puis non, ce sera pas pareil pour une personne à une autre. Mais c'est possible. Donc, je pense que c'est ça. Il faut d'abord être, comme tu disais tantôt, il y en a qui sont dans le déni de ce qu'elles sont en train de vivre. Prendre conscience, puis tendre la main, c'est la première étape. Et au final, puis c'est peut-être pas demain matin, au final, on va pouvoir aller mieux. Oui, exactement. Puis quand vous avez des femmes de victimes de violences conjugales, on le sait que les statistiques disent qu'ils retournent jusqu'à 8 fois, je crois. C'est 7 fois la statistique. 7 fois la statistique. Oui. On la répète parce que il y en a beaucoup qui sont très surpris quand on l'a dit, cette statistique-là. Ben voyons donc, 7 fois qu'elle retourne. Oui, en effet, 7 fois parce que c'est pas simple. Le contexte est très particulier en violence conjugale. Puis je le disais tantôt, elles n'ont pas nécessairement l'impression d'être sous l'emprise. Ça s'est fait graduellement au fil des années. L'aspect aussi des enfants va venir compliquer la situation. On a des enfants avec l'auteur de violence. On veut préserver ça, on veut les protéger de ce qu'on est en train de vivre. Donc, il y a toutes sortes de raisons qui vont faire en sorte que les personnes victimes, oui, parfois vont se rendre compte que ça va pas.
parce que le fameux cycle de la violence conjugale, il y a une période où ça va pas du tout, puis c'est la crise, et là, on se rend compte que les choses fonctionnent pas. Mais là, après ça, il y a la lune de miel qui vient un peu tout effacer, puis nous laisser croire à des changements, puis il va changer, puis il a pris conscience, puis il s'est excusé, ou encore c'est moi qui l'ai cherché, puis pourquoi je pèse tout le temps sur ces boutons-là, puis pourquoi je me mets toujours dans je nous mets dans cette situation-là, puis il y a la honte, puis il y a la culpabilité qui vient. Donc, c'est un cycle, et peu importe la longueur, la durée, peu importe comment on va le vivre dans notre relation, ce cycle-là va se répéter. Donc, il y a à certains endroits dans le cycle où la personne va se dire, bon, ça y est, ça en est assez, je me sors de cette situation-là, puis je romps les liens. Puis là, finalement, on revient, on n'est pas certaine. Donc, il y a toutes sortes de raisons qui vont faire en sorte que cette fois-ci, c'est pas la bonne. Et en moyenne, donc, ça va prendre 7 fois avant que la personne, là, vraiment définitivement mette fin à la relation. Puis il y a toujours aussi cette crainte-là de la fin de la relation. Parce que les statistiques, encore une fois, le prouvent, la fin de la relation est souvent synonyme de montée de la violence. Donc, les féminicides qu'on voit, malheureusement, ça se passe souvent en post-séparation ou après que la volonté a été nommée de quitter la relation. Donc, souvent, cette crainte-là aussi va refroidir certaines personnes victimes à la quitter la relation. Donc, effectivement, c'est pas facile, c'est pas simple, et il faut prendre aussi conscience que à la base, c'est une relation amoureuse. Donc, la personne a des sentiments envers l'auteur de violence. Donc, ça complique aussi beaucoup les choses. Donc, il faut être conscient aussi de cette situation-là avant de juger. Souvent, c'est facile de dire, comme je disais tantôt, ben voyons donc cette fois. Oui, mais il y a toutes sortes de raisons. Il y a toutes sortes de raisons. Puis c'est souvent insidieux, puis on le sait, on le voit, on entend parler. Quand c'est des relations qui sont entre conjoints ou même de la famille proche, des fois, on a entendu des histoires d'horreur sur des sectes où les parents ferment les yeux sur des choses qui sont faites. Donc, la personne, là, elle se retrouve seule, puis à la limite, elle se fait dire que c'est elle qui dramatise ou c'est pas ça qui est arrivé, c'est pas comme ça qui est arrivé. Donc, c'est là qu'il est important que les femmes arrêtent de se sentir coupables de retourner et se sentent appuyées. Donc, un organisme comme le CAVAC, bien, est là aussi pour dire aux femmes, c'est correct, on est là. Tu décides de retourner quand tu seras prête, puis que on est encore là. C'est ça qui est important, je pense. Oui, puis comme je l'ai dit, on va à le rythme. On a des intervenantes qui vont avoir un suivi pendant plusieurs semaines avec une personne. Elle est encore en couple, en relation avec la personne. Puis, on est bien conscient là, qu'elle s'apprête peut-être pas à quitter demain matin, mais on est là pour s'assurer de mettre en place un filet de sécurité. Donc, on peut pas la forcer demain matin à quitter la relation. Il y a seulement elle qui peut le faire, puis quand elle va être prête, elle va le faire. Mais nous, notre rôle, c'est de s'assurer qu'elle soit en sécurité, puis que ses enfants soient en sécurité. Donc, quand on continue d'avoir le lien avec la personne, on s'assure d'être en mesure de le mettre en place, ce filet-là. Si on n'est pas dans l'ouverture, si on démontre du jugement envers sa situation, puis on lui dit, ben pourquoi tu quittes pas, puis qu'on tape sur le clou alors qu'elle n'est pas rendue là, on prend le risque de briser ce lien-là et de perdre notre levier, de faire en sorte que, bon, quand elle va être rendue à l'étape de quitter, qu'elle puisse encore se tourner vers nous, qu'on soit là, qu'on soit actif dans le dossier. Donc, c'est très important de maintenir ce lien-là. Puis, en tant que proche, par exemple, des personnes qui sont dans cette situation-là, vous pouvez agir à titre de témoin actif. Donc, plutôt que d'être dans le jugement, parce que, ben là, elle s'aide pas, puis elle a juste à mettre ses culottes, exemple de ce qui peut être dit.
ben pourquoi pas être en soutien, puis être dans la compréhension, puis être là quand viendra le moment de maintenir encore une fois le lien, c'est très important. Puis là, c'est sûr que je vous parle pas d'une situation où on va juger que le risque est imminent, parce qu'il existe des cellules d'intervention de crise auxquelles, évidemment, le CAVAC va participer, auxquelles les autres partenaires judiciaires, policiers participent. Quand on a les personnes dans nos services, on est en mesure de, par exemple, une intervenante là, craint pour la sécurité d'une personne qu'elle a en suivi, on est en mesure de déclencher une cellule d'intervention de crise. Donc, à ce moment-là, tous les partenaires autour de la personne peuvent se mobiliser, peuvent échanger les informations qu'ils ont pour faire en sorte qu'on est en mesure d'intervenir si on juge que la sécurité, évidemment, est menacée. Donc, ce maintien du lien-là nous permet aussi de pouvoir faire ça. Donc, il faut vraiment rester dans le non-jugement et comprendre, essayer de comprendre ce qu'elle est en train de vivre. Et les gens, les proches, ce qu'on appelle les témoins actifs, font aussi partie de la solution. Oui, parce que malheureusement, quand ça arrive, les féminicides, tu dirais que c'est où que ça a coupé? Parce que il y a sûrement une catégorie de féminicides qui arrivent du jour au lendemain. Là. Tu t'attendais pas, puis ça arrive-tu, ça? Ou c'est toujours dans un cycle de violence, lune de miel, puis à un moment donné, la violence? Bien, il y a toujours des signes qui, au final, avec le recul, on va prendre connaissance qu'il y avait des signes qui nous laissaient croire que il pouvait y avoir une montée de la violence, mais c'est sûr que on n'est pas toujours en mesure de voir ça venir nécessairement. Mais souvent, c'est que la personne ira peut-être justement pas chercher d'aide ou va vivre dans le déni de sa situation, puis reconnaîtra pas elle-même les signes qui lui démontrent qu'elle est dans ce genre de situation-là. L'auteur de violence aussi, il y a du travail à faire auprès des auteurs de violence pour faire en sorte que on ne voit plus ces événements-là en si grand nombre à chaque année. Donc, qu'ils reconnaissent eux aussi qu'ils ont des problèmes de violence, qu'ils ont des problèmes au niveau du contrôle de leurs partenaires. Donc, je pense qu'il y a quand même des outils qui sont en place, puis oui, il y a toujours place à l'amélioration. Il y a des outils, il y a des services, mais encore faut-il que les personnes aient conscience qu'elles auraient besoin de ces services-là. Encore faut-il que les gens qui sont autour d'elles soient conscients de ce qu'elle est en train de vivre. Il faut qu'on soit... qu'il y ait aussi une certaine verbalisation de ce qui est vécu. Donc, quand on a un bon lien de confiance avec la personne, elle va peut-être avoir plus tendance, justement, à nommer ce qu'elle est en train de vivre, à se questionner ouvertement avec la personne qui va l'écouter. Donc, encore là, c'est beaucoup un travail d'information. D'abord, que la personne soit en mesure de se percevoir comme une personne victime, que l'auteur de violence soit conscient qu'il y a visiblement un problème et que, comme société et comme proche, comme famille, on soit moins dans le jugement et plus dans l'accueil de ce qu'elle peut vivre. Donc, je pense qu'il y a toujours quand même certains signes desquels il faut être alerte. Puis récemment, il y a un projet pilote qui a été lancé au niveau de l'étranglement, d'être à l'affût de ce qu'est un étranglement, parce que ça va se passer souvent dans une relation de violence conjugale, puis les personnes qui en sont victimes vont avoir tendance à minimiser et à ne pas reconnaître les conséquences, par exemple, reliées à l'étranglement, alors que c'est un bon signe que quelque chose ne va pas et que ça pourrait augmenter au niveau de la violence. Et on parle beaucoup de violence, mais parfois, il n'y en a pas nécessairement de la violence physique. Non, c'est les ça. coups, ils paraissent pas. Donc, il faut aussi être alerte à ça. C'est des petits signes de l'isolement, avoir, ça peut être un contrôle qui est financier, la personne victime se remet constamment en question, a de la difficulté à faire des choix pour elle-même. Donc, il y a toutes sortes de signes qui se verront pas nécessairement comme des bleus se voient sur le corps. Donc, il faut aussi comprendre ces différentes formes de violence-là qui font partie de la violence conjugale et du contrôle coercitif. Exactement, parce qu'on recevait ici une femme qui avait vécu de la violence conjugale, puis malheureusement, elle disait « La violence psychologique, c'est ce qui me fait encore le plus mal aujourd'hui. Les coups, les bleus sont disparus, mais ce qui a réussi à
m'enfoncer dans le crâne, ça part pas. Mm-hmm. Ça part pas, ça reste là. Donc, et de là aussi d'informer l'entourage, d'être conscient de ça. Parce qu'une personne qui vit de la violence conjugale psychologique, si en plus elle se fait dire « Ouais, mais là, tu vois bien, sort », ça vient juste augmenter le pouvoir de l'agresseur, en fait. Et son sentiment d'impuissance à elle. Exact. Donc oui, effectivement, il y a ça qu'il faut remarquer. La violence psychologique, c'est encore une fois plus difficile à percevoir, mais au niveau de l'estime personnelle, la personne avant la relation, c'est une personne qui avait beaucoup de confiance en elle, qui se questionnait pas, qui allait de l'avant, qui était consciente de sa valeur. Puis là, on voit, ça peut se faire très, très graduellement, mais au fil du temps, c'est plus la personne nécessairement qu'on connaissait avant. C'est un bon signe. Son estime personnelle, elle est au bas. Là. Au plus bas. Oui, puis elle se fait pas confiance. Puis ça, c'est beaucoup des signes que la relation, elle est pas bonne pour la personne victime. Exact. Puis si on parle, par exemple, je reviens aux enfants, les enfants victimes de violences sexuelles, d'inceste, est-ce que vous, c'est la DPJ, en fait, qui les met en contact avec vous? Comment ça fonctionne? En fait, ça dépend de quelle façon ça se déroule. Si, par exemple, la personne, il y a une enquête qui est déclenchée, le service de police pourrait référer au CAVAC l'enfant qui est victime. Il y a quand même certains protocoles de référencement aussi au niveau de la DPJ. Donc, pourraient nous référer des personnes victimes qui auraient besoin de notre soutien, qui auraient besoin aussi de préparation au témoignage parce qu'on a au CAVAC ce qu'on appelle le PTE. Mm-hmm. Donc, le programme témoin enfant qui a été développé au CAVAC de l'Outaouais, mais qui maintenant est élargi partout en province, qui permet d'accompagner le mineur, la personne victime mineure, à travers le processus judiciaire, qui lui permet de livrer un témoignage clair, avec assurance, qui lui permet même de cheminer et de retirer du positif de cette étape-là, qui est, on le sait, très difficile. Et on trouve ça difficile pour une personne adulte. Imaginez-vous pour un enfant qui arrive au palais de justice. C'est très impressionnant, c'est très imposant. Donc, nous, on a un programme qui va vraiment l'accompagner, qui va le préparer. C'est habituellement en 5 séances. Là. Donc, on va vraiment le préparer à ce qu'il va le vivre, à ce qu'il puisse comprendre ce qui se passe autour de lui, puis qu'il puisse voir les lieux aussi, mais jamais en abordant les faits de la cause. Donc, évidemment, on ne va pas contaminer la preuve, mais c'est vraiment pour l'amener à prendre confiance en lui, puis à agir même de façon plus efficace à titre de témoin. Mais par exemple, si une mère pense que son enfant a été agressé, ça serait quoi la façon de faire? Si la mère considère que ce serait bénéfique pour son enfant de parler avec quelqu'un qui pourrait avoir peut-être les bons mots, avoir les bonnes questions. Parfois, c'est ça aussi, c'est de savoir un peu comment l'aborder avec les enfants. Donc, elle peut tout à fait contacter le CAVAC à ce moment-là. Okay. Puis, on va pouvoir voir, en fait, si c'est possible pour nous d'intervenir, s'il n'y a pas une ressource qui est peut-être plus spécialisée. Si on parle, par exemple, d'agression sexuelle, est-ce qu'il y a des services spécialisés? Je pense à la Fondation Marie-Vincent à Montréal qui fait un travail extraordinaire auprès des personnes victimes mineures. Donc, on va être en mesure quand même de peut-être éclairer la personne ou dans un cas où on juge qu'on peut la prendre en charge, de lui offrir un suivi. Donc, ce qu'il y a à faire, c'est en tant que parent, c'est de voir vers qui je peux me tourner pour offrir du soutien, effectivement. Puis, tu sais, les parents sont pas toujours outillés, savent pas nécessairement comment, comme je disais tantôt, l'aborder. Donc, tu sais, ne pas hésiter à se tourner vers une ressource professionnelle à ce moment-là. On va s'en charger, mais évidemment qu'on va travailler de pair avec le parent parce que
le rôle que va jouer le parent auprès de l'enfant va être déterminant aussi dans son processus de guérison, dans son cheminement, puis de la façon dont il s'est senti accueilli, puis il a senti qu'il pouvait partager ce qu'il avait vécu, puis qu'il n'est pas encore dans ce qu'il a vécu, parce qu'effectivement, il y a souvent un sentiment de culpabilité, hein, de honte chez l'enfant, d'incompréhension, qu'est-ce que je suis en train de vivre. Donc, le rôle du parent est très, très important, mais d'être accompagné d'une ressource professionnelle, là, ça va vraiment compléter, je dirais, on va avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir l'accompagner là-dedans. Oui, parce qu'en tant que parent, quand toi, tu te rends compte d'un changement, mais que c'est pas toi l'agresseur, puis que ton enfant te dit ça, tu sais pas nécessairement comment le prendre, puis tu sais pas où aller, puis faut faire attention aussi. Il faut pas y mettre des choses en tête ou nommer des noms pour que l'enfant soit comme contaminé de qu'est-ce qui s'est passé ou tout ça. Puis malheureusement, il y en a encore qui se font dire « parle pas » parce que si tu parles, tu vas détruire toute une famille, tu vas détruire... Donc, c'est un lourd fardeau pour l'enfant. Puis à partir du moment où l'enfant commence à se dévoiler, c'est là que l'adulte, bien, de savoir qu'on peut appeler un endroit comme le CAVAC, puis de se faire dire du moins c'est quoi les étapes à faire. Je pense que c'est très rassurant de savoir exactement ça, qu'à partir du moment où on fait un appel, bien, on va être référé au bon endroit. Oui, puis j'ai envie de vous référer aussi à un autre service. Si on parle de violence sexuelle, InfoAide violence sexuelle, qui est là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le CAVAC, oui, on veut accueillir tout le monde, mais on est quand même dans un certain horaire. On ne fait pas un service d'urgence comme c'est le cas, par exemple, pour la ligne d'InfoAide. Donc, ça peut être parfois de juste parler à quelqu'un qui a les renseignements, qui a l'approche nécessaire, qui va comprendre ce que nous, comme parents, on est en train de traverser. Ça peut être un bon réflexe aussi. Donc, il y a des ressources qui existent dans l'immédiat. Si là, on vient d'être témoin d'un dévoilement, on ne sait pas trop comment gérer ça, comment nous, à titre de parents ou de proches, on peut aider la personne dans le cas de violence sexuelle, d'agression sexuelle. C'est une bonne référence à avoir, mais effectivement que par la suite, on pourra offrir un suivi. Là. Mais c'est ça, d'avoir conscience aussi de ces ressources-là qui sont là en urgence. Oui, tout à fait, tout à fait. Fait que, et j'allais dire... Et de là, l'importance aussi de faire le suivi des personnes qui entourent la victime. Parce que c'est là que ça devient très... Visuellement, je trouve que c'est très fort parce que quand tu as l'impression en tant que parent que tu n'as pas été capable de protéger ton enfant, les ressources d'aide ça doit être très important de pouvoir se référer à quelqu'un à ce moment-là. Ben oui. Dans ce cas-là, là, où un enfant aurait été victime d'agression sexuelle, effectivement, le parent peut être, puis on comprend, aussi chamboulé que l'enfant, là, parce qu'effectivement, il y a la culpabilité qui entre en ligne de compte, le questionnement, comment mon enfant va arriver à se remettre de ça. Donc, il y a toutes sortes de questions, toutes sortes d'émotions qui peuvent être vécues par le parent. Et de là, l'importance de l'aide professionnelle, parce que pour être en mesure d'aider son enfant, il faut que le parent soit aussi aidé, ou à tout le moins qu'il soit en mesure de l'aider. Donc, ce service-là aussi est très important pour les parents dans ce contexte-là. Écoute, je suis tellement contente. Je pense que la Fondation, on va rester en contact avec le CAVAC parce que ça va être une porte d'entrée... dans le sens où nous, quand les gens nous appellent, parce que moi, je pose des questions par rapport aux courriels et aux appels que j'ai, et je ne suis pas une professionnelle, j'ai juste envie de donner au suivant. Donc, c'est en m'entourant de plein d'organismes qu'on va pouvoir aider les personnes qui communiquent avec nous. Je t'entends parler du CAVAC, puis je ressens toute la fierté et... tu mets ton cœur à l'ouvrage. Je pourrais dire ça comme ça. Et la fondation s'appelle Vivere, qui veut dire vivre en italien, mais qui est aussi la déclinaison de 3 mots qui sont vivre, vérité et rétablissement. Et après t'avoir entendu, t'as l'air d'être une femme qui mord dans la vie, mais j'aimerais que tu me dises pour toi, avec ce que tu
vois tout autour de toi quotidiennement, qu'est-ce que ça représente pour toi vivre? Ben, en fait, je pense que vivre, ça a beaucoup de sens pour le CAVAC parce que souvent, on va accueillir des personnes qui vont entrer dans nos services et qui vont être un peu en mode survie. Donc, ils vont chercher à survivre à ce qu'elles sont en train de vivre. Et nous, tranquillement, on va travailler avec elles à ce qu'elles puissent vivre à nouveau, reprendre le contrôle sur leur vie. Donc, c'est sûr que ça a du sens par rapport à ce que font nos intervenants, nos intervenantes chaque jour avec des centaines de personnes victimes. Et si on y va avec le mot vérité? Ben, vérité aussi parce que on a une philosophie au CAVAC où on considère que la personne victime est la seule maître de ses décisions, la seule personne détentrice de sa vérité. Et pour elle, d'avoir un espace où on peut l'accueillir, où on la croit, où on l'écoute et on ne la juge pas, où on peut entendre cette vérité-là et on ne remet pas en question que ce soit la vérité, ça peut faire toute la différence dans son rétablissement. Donc, encore une fois, je pense que la vérité, c'est très important pour la personne victime et nous, on considère que c'est elle qui est l'experte, en fait, de sa situation, de sa vérité. Et si je termine avec le mot rétablissement? Ben, encore une fois, ce sont vraiment tous des termes qui font partie intégralement de ce qu'est le CAVAC. On travaille au rétablissement de ces personnes-là. Et les intervenantes me le disent souvent qu'elles se sentent privilégiées de débuter, par exemple, un suivi avec une personne qui va avoir de la difficulté à voir comment elle va s'en sortir, qui, par exemple, dans certains cas, ne se reconnaîtra pas comme une victime, mais va vivre toutes sortes de conséquences. Donc, elle se sent privilégiée de voir l'évolution, parfois en très peu de temps, parce que, comme je l'ai dit, on n'a pas un suivi sur des années. Avec le processus judiciaire, oui, ça peut s'étendre sur plusieurs années, mais sinon, on peut voir assez rapidement l'évolution de cette personne-là et aller tranquillement vers un rétablissement. Et souvent, avec le recul, la personne va réaliser que c'est elle qui a permis ce rétablissement-là, que c'est elle qui a fait les étapes une à la fois et qui a réussi à se remettre de cet événement-là, de cet événement-là qui souvent est traumatique, va venir traumatiser, mais elle est en mesure de reprendre le contrôle puis de se rétablir. Donc, encore là, le rétablissement, nos intervenantes, ben, ils en sont témoins à chaque semaine. Et je pense que c'est ça qui les motive beaucoup dans leur travail. Tu mentionnais tantôt, bon, la passion que je peux peut-être avoir en parlant du CAVAC, mais si vous voyez les intervenantes partout, dans chaque CAVAC, qui sont mobilisées, qui sont engagées, qui à chaque jour vont faire la promotion des besoins des personnes victimes. Exemple, au palais de justice, ben là, il faudrait faire plus de place. C'est des années aussi de ce travail-là de promotion de la part du CAVAC et d'autres organismes qui travaillent auprès de la personne victime qui permettent qu'aujourd'hui des choses soient mises en place pour la reconnaître davantage. Exemple, le tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle, violence conjugale. Donc, cette mobilisation-là, cette passion-là, ben c'est ce qui ressort beaucoup des équipes du CAVAC. Et là, je m'éloigne du mot rétablissement, mais le mot non, rétablissement... mais ça n'en fait partie parce que, ouais. Justement, j'allais te dire, je sais que c'est confidentiel, mais si tu pouvais nous raconter une histoire que tu as été témoin, qui t'a le plus marqué dans tes années de travail, est-ce que c'est possible pour toi? C'est une bonne question. Moi, comme je ne fais pas de l'intervention sur le terrain, c'est plus des collègues qui vont me raconter des histoires. Et je pense que une histoire, par exemple, d'un enfant, je vous parlais du programme Témoin enfant tantôt, un enfant qui a de la difficulté à placer un mot au début du suivi, se fait pas confiance du tout, et dans le gros sentiment de culpabilité puis de honte de ce qu'il a vécu. Et à la fin du processus judiciaire, d'avoir été capable de témoigner, de prendre la parole et d'être un enfant complètement différent, ça prouve que tout le cheminement qui a été fait, ça prouve qu'on est capable de se rétablir
et que visiblement les conséquences de ce qu'il avait vécu étaient tellement lourdes qu'il était une autre personne. Mais avec le soutien, puis avec le travail, avec l'appui, avec ce qu'il a été capable, lui, d'accomplir comme témoin, ben ça fait en sorte qu'il a été capable de redevenir finalement la personne qu'il était. Oui, je pense qu'à chaque jour, puis pas je pense, je le sais, parce que je l'entends beaucoup à chaque jour, ce travail-là fait une énorme différence pour les personnes victimes et il est excessivement important parce qu'il faut penser aux personnes victimes à travers tout ce qu'on entend dans les nouvelles. Hein. Souvent, on va parler d'un événement, puis on va relater toutes sortes de détails. Il faut penser aux gens qui sont victimes derrière tout ça, puis penser à ce qu'on leur fasse une place au sein du processus judiciaire, une place pour qu'ils puissent justement se rétablir. Se rétablir, puis reprendre le pouvoir. Ouais. Reprendre le pouvoir. Je te remercie infiniment, Marie-Christine. Ça a été une heure tellement éclairante et tellement enrichissante. J'ai le cœur léger en sachant que je vais pouvoir maintenant mieux informer les gens. On va rester en contact et j'aimerais éventuellement on prenne la peine de faire un atelier pour justement que notre communauté Vivere soit au courant de tout ce que vous faites, du merveilleux travail que vous faites. Je te remercie. Je remercie toute l'équipe qui est derrière toi. Merci d'avoir pris le temps. Merci de l'invitation parce que, comme on le disait, on n'est jamais trop informé. Donc, effectivement, si vous avez un questionnement, vous avez besoin d'un soutien quelconque, n'hésitez pas à vous référer au CAVAC de votre région. Merveilleux. Merci beaucoup. À la prochaine. Et je vous remercie à vous d'avoir été là. Ça a été une très belle heure. J'espère que maintenant, vous avez quelques questions qui ont été répondues. Sinon, on est là, www.fondationvivere.ca. Le site du CAVAC est sur notre site Internet aussi. N'hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez besoin de quoi que ce soit. La Fondation est là pour vous. Nous avons aussi besoin de dons. Donc, aidons-nous à aider plus de femmes. Merci beaucoup. À la prochaine.